réflexion autour de la thématique de la résilience. Et cette conférence, la conférence de ce soir, je veux dire que c'est, on va dire, oui, la troisième de la série. Elle va peut-être clore ce triptyque. La toute première tournait autour de cet explorateur français qui est parti découvrir l'Afrique. Ça s'intitulait « Tenir bon, traverser » avec René Caillé. Voilà, c'est un historien qui nous avait fait entrer dans le parcours de cet aventurier qui a dû braver beaucoup de difficultés pour pénétrer Tombouctou et puis revenir. Et nous avons eu aussi une deuxième conférence avec Dominique Levillain, qui nous a parlé de son propre parcours. Dans l'une et l'autre conférence, il était question du courage. Dominique, c'est une battante, et ça se voyait même au travers de ce qu'elle nous a dit. Il a fallu, en tout cas, beaucoup de courage pour témoigner de son parcours, de son cheminement. Et la conférence de ce soir vient, pour ainsi dire, boucler la boucle, clore ce triptyque, justement avec la thématique du courage, qui fait partie de la problématique de la résilience, qu'il s'agit de décliner dans ses diverses facettes. Voilà. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous Véronique Bataillon, qui a l'habitude de fréquenter le centre, qui est elle-même psychanalyste et thérapeute. Thérapeute, c'est peut-être, pardon pour le mot, un peu péjoratif, je crois, non? Dans des domaines comme ça, il vaut mieux des thèmes précis. Voilà, c'est ce qui m'est passé par la tête. Ou être non plutôt psychanalyste, tout à fait ce qu'il nous faut pour parler de quelque chose de ce genre qui est la résilience. Véronique, alors, c'est une mère, elle est grand-mère aussi, elle a plusieurs enfants dans la salle avec nous qui vont l'écouter. C'est une personne en quête de sens. C'est pas pour rien qu'elle est psychanalyste. Elle investit dans l'humain et fait route avec l'humain. Avec un parcours, comment dire, pas nécessairement ordinaire au sens, il n'y a pas de parcours ordinaire d'ailleurs, en tout cas, oui, pas habituel, ça se décline pas en termes de j'ai fait Sciences Po, voyez-vous, des choses comme ça. Mais Véronique s'investit beaucoup dans la vie et elle est à l'école de la vie, à l'école de la réalité. Il n'y a pas meilleur livre que le livre de la réalité. C'est d'abord
dans ce livre-là qu'il faut regarder, qu'il faut lire et peut-être aller consulter d'autres types de livres et en fonction de qu'est-ce qu'on lit dans ces livres-là, on se dit après coup, ben oui, c'est un bon livre, ça mérite d'être considéré comme tel, pour autant que c'est en consonance avec ce qu'on peut voir, observer dans la réalité. Donc c'est une passionnée par le vivant, passionnée du vivant, aux côtés de son travail d'analyste. Elle continue avec les questions d'écriture, elle investit dans le récit, texte, mythe, en tout cas, vous voyez, une femme d'expérience. Merci Véronique d'être là, merci de nous parler avec courage de cette vertu fondamentale, aujourd'hui peut-être assez maltraitée, négligée. En tout cas, il nous faut du courage, pour avoir du courage, par les temps qui courent. Nous nous écoutons. Merci. Jorel, est-ce que vous m'entendez bien? Je positionne le micro. Donc merci Jorel pour cette présentation et merci pour cette invitation et présenter un partage autour de ce thème, le courage. Merci à chacune, à chacun d'être venu ici ce soir. Je suis donc Véronique Bataillon, je suis maman, grand-mère, psychanalyste, thérapeute à Montpellier depuis presque 20 ans. Et ce soir, j'ai choisi le thème le courage. Quand on va à une conférence, en général, c'est que le thème nous intéresse, on se sent concerné, appelé, on a quelque chose à dire ou même si on ne prend pas la parole, c'est que quelque chose nous touche avec ce sujet. Alors j'espère que ce soir, cette présentation que nous allons partager permettra que vous puissiez trouver avec le sujet votre résonance, votre voix, votre intérêt. Donc, le courage, vertu d'hier et d'aujourd'hui. Je vais vous proposer des pistes, des idées pensées. Nous irons du côté de l'Antiquité grecque jusqu'aux philosophes psychanalystes contemporains. Puis je vous parlerai de ma clinique et ensuite on prendra du temps pour vous entendre avec ce thème du courage, écouter vos expériences, vos réflexions. Pour commencer, le mot courage, dans son étymologie, dans le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, à courage, ça renvoie, savez-vous à quoi? Oui, à cœur. Alors déjà, c'était une surprise. Courage, formé de cuer, cœur. Du latin cor, cordis, cœur. Cueur, devenu cœur. Et le suffixe age, courage. Courage a été synonyme de cœur jusqu'au XVIIe siècle. Donc on regarde cœur. Cœur, siège des émotions, des passions, de la pensée, de l'intelligence, de la mémoire et de la volonté. Je vais vous rappeler des expressions connues comme mal au cœur, dire tout ce qu'on a sur le cœur, de gaieté de cœur à contre-cœur. Ça parle de notre affectivité, c'est-à-dire ce qui nous affecte, ce qui nous touche, nous remue, nous bouleverse. Cela se passe dans le corps. Notre chair, ça nous traverse. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ça exprime s'efforcer dans une qualité de caractère. S'arracher le cœur à. J'ai à cœur, avoir à cœur. C'est une volonté, un élan porté vers une tension psychique, plus ou moins vive, une intention ou un désir. Ça convoque dans mon cœur ma sensibilité. Sensibilité différente de sensiblerie
On parle de sensiblerie quand on se moque du sensible, quand on amplifie ou on le ridiculise. Et ma sensibilité, parce que ça m'engage, ça me demande à moi et pas quelqu'un d'autre. Je ne délègue pas, ça me demande à moi d'y être. D'y être, c'est une expression de Jean Kelevitch, y être, c'est-à-dire la présence immédiate, l'authenticité, sans distraction ni recul. Un appel à vivre pleinement, une réalité vécue intensément. On continue avec cœur, courage. Vous connaissez l'expression « joli comme un cœur ». Cœur est utilisé dans un registre physique esthétique. Aussi, cœur se retrouve dans un sens du corps physiologie vers l'estomac, écœuré, dégoûté, qui évoque également dans un sens moral d'être indigné, avoir un dégoût moral. Au Québec, on a le mot écœuranterie, une action écœurante, choquante, exaspérante. Et puis nous avons les verbes encourager, décourager, décourager, enlever, prendre une force d'âme, rendre quelqu'un sans désir, sans envie, ou se laisser soi-même tomber sans énergie. Encourager, l'inverse, stimuler, relever le défi, redresser ses élans, ses allants, entrain, ardeur. Et puis les adjectifs courageux, courageuse, qui a de l'énergie, travailleur, travailleuse. Voilà un petit survol de linguistique qui nous amène à penser, pour faire court, courage et cœur, quelque chose peut-être qui marche ensemble. La racine de l'un crée l'autre. Ils se guident, on peut y voir une clé de sens, un éclairage pour vivre. Se dire peut-être, quand je n'ai plus l'élan, plus la motivation, plus l'envie, plus de courage, tiens, et mon cœur, comment va-t-il ? Mes humeurs, comment sont-elles ? Comment je suis à l'ouvrage ? Suis-je en train d'aimer ou pas ce que je suis en train de faire ? Voyant là la forte idée de l'élan vital. De l'étymologie à la linguistique, nous allons maintenant vers l'Antiquité grecque avec Homère. On trouve la vertu du courage dans la mythologie grecque, avec Achille dans l'Iliade, Ulysse dans l'Odyssée, c'est la guerre de Troie. Ses péripéties, ses rebondissements, ses excès, ses enseignements, être un héros, être courageux. Quelques mots pour situer l'Iliade et l'Odyssée, deux poèmes écrits par Homère, l'époque, l'Antiquité, 800 ans avant Jésus-Christ. L'Iliade raconte principalement la colère d'Achille, c'est la fin de la guerre de Troie. Elle a duré 10 ans, entre Grecs et Troyens. Et l'Odyssée, le retour d'Ulysse, un voyage pendant 10 ans, ses errances, épreuves. Ces deux épopées relatent les valeurs humaines, les passions et les liens entre humains et les dieux. Est-ce que vous connaissez l'Iliade, l'Odyssée ? Est-ce que vous l'avez lu ? Vous pouvez lever la main si... Un petit peu. Alors, Achille, c'est le bouillon au pied léger. Achille, pied rapide, le meilleur des Achéens des Grecs, le divin Achille. L'Iliade lui est entièrement consacrée. Son histoire folle raconte ce qui peut arriver de plus violent, d'exceptionnel, en bien comme en mal. Sa fougue, son enthousiasme débordant dans l'excès, donne sa perte, sa mort. Il n'avait qu'un seul rival, qu'un égal ou presque, l'admirable et populaire Ulysse. Achille, c'est l'énergie, la vitesse, l'action, la colère, un courage incroyable. C'est la démesure, le trop, l'excès. Il mourra très jeune, tué par Paris après 9 ans de guerre. Sa mère, Thétis, l'avait mis en garde. Veux-tu une vie glorieuse et courte ou longue et discrète ? Il a choisi l'éclat, le vif, les exploits. C'est un guerrier débordant de vitalité. Il est trop en tout. Un petit génie hyperactif, il a 18 ans. Et Achille est aussi capable de pleurer.
les larmes. Achille est celui qui pleure le plus dans sa tente. Il ne veut pas aller à la guerre de Troie. Il pleure sa bien-aimée Briséis, enlevée par Agamemnon. Il pleure de compassion la mort de son meilleur ami Patrocle. Quand il a la visite de Priam, roi de Troie, père de Hector, tué par Achille, Priam implore que Achille lui rende le corps de son fils. Achille, entêté, fermé et toujours furieusement enragé de la mort de Patrocle. C'était son meilleur ami, l'être humain qu'il aimait le plus, tué par Hector. Priam trouve une ruse pleine de sagesse et il va réussir à toucher Achille. Il inverse les protagonistes. Il lui fait imaginer que son propre père, venant ici, implorait un jeune pouvant être son fils. C'est une bascule pour Achille, imaginant la présence de son père et lui mort. À cet instant, Achille devient fils. Il y a soudain une sortie de son état excessif de vengeance et de colère. Il comprend que ça ne sert à rien. La haine se retourne en respect. Les deux ont vécu la même souffrance. Ils partagent la même douleur. Là s'arrête toute cruauté et démesure supplémentaire. On a une contagion de larmes. Les deux hommes pleurent ensemble, une scène totalement surréaliste. Deux ennemis en train de pleurer ensemble. Une scène de grande tendresse. Voilà un enseignement qui n'a pas pris une ride, qui pourrait être un modèle très inspirant dans nos sociétés en guerre. Les plus grands héros sont les plus sensibles. On trouve ces hommes qui pleurent et assument leur virilité sensible dans ces textes qui ont plus de 2500 ans. On y reviendra sur les larmes et le courage. Ulysse, plus petit, moins beau, c'est l'intelligence, la patience, la ruse, l'endurance, celui qui sait s'en sortir, celui qui sait survivre. Son poème à lui, c'est l'Odyssée. Autre nom d'Ulysse, Odysseus. Ulysse partit à la guerre de Troie par obligation, car il s'y refusait. Homère questionne qu'est-ce que vivre, qu'est-ce que l'amour, la jalousie, les passions, la parentalité, abandonner ses enfants, l'engagement. Ces poèmes abordent la guerre, la politique, le vivre ensemble, la richesse, la sexualité, la pauvreté. Les deux, Achille et Ulysse, étaient presque opposés en tout. Et les deux hommes, ou Homère, font peut-être le clin d'œil que ça parle de l'homme, avec ses différentes facettes, opposées, étrangères l'une de l'autre, et en même temps peut-être l'une inévitable à l'autre, peut-être même l'une ayant besoin de l'autre. Achille et Ulysse pourraient représenter un même humain. Je vous ai parlé là du courage dans l'Antiquité chez Homère, décrit dans ses récits d'autrefois. Ces textes nous invitent peut-être à nous incliner, car ces histoires continues remplissent toujours nos réalités. Ce passé ancien, de plus de 2500 ans, serait-il toujours très contemporain ? Les violences, les volontés de surpuissance, la vanité, les guerres, la démesure, l'orgueil, la vengeance. Même si, oui, il y a eu depuis tant de progrès industriels, technologiques, nous sommes dans une course, dans une évolution matérielle vertigineuse, des avancées monumentales dans tous les domaines, toujours plus vite, un monde qu'on ne sait plus arrêter. Nous sommes dans la vitesse. Et l'humain, dans son intériorité, est toujours le même. Toujours le même dans ses passions, ses émotions, ses pulsions, ses relations. Il reste le même que nos ancêtres. Ne nous voyons pas toujours agités
parfois en rage, avec violence, remuée par la colère, l'injustice, par le désir d'une vie bonne. Donc, apprendre de ces transmissions, de ces textes, même anciens, ils sont très inspirants. On avance un peu, on va aller avec Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ. Le courageux est celui qui a peur. Donc, ne pas effacer la peur, mais être avec, agir avec. La peur va même être un guide, car elle invite à la prudence. La prudence nécessaire. Ce n'est pas un calcul des risques, mais une présence à soi, afin de ne pas se perdre dans des chaos, des malentendus, qu'une vanité pourrait tromper tout son monde. Ni frilosité, ni calcul. Préférez l'humilité. Le courageux n'est pas inconscient. Il connaît le danger. Il connaît la peur, mais il ne se laisse pas réduire à cela, pas empêché par cela. Le courageux est dans l'acte, il est concret et pragmatique. Pas dans les idées, pas dans l'idéologie, le dogme. Le courageux ne parle pas, il agit. Il ne se met pas en avant, ne cherche pas le coup d'éclat, pas d'orgueil. Le courageux, dit Aristote, est celui qui se tient prêt, non pas au danger qu'il avait envisagé, mais prêt à affronter l'imprévisible. Il se tient prêt à affronter la catastrophe, la tempête. Quand on est en situation de non-méprise, là, on fait preuve du plus grand courage. Aristote dit, le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. Plus près de nous, je me suis inspirée de Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, elle-même très guidée par Jean Kelevitch, philosophe et musicologue. Elle a écrit sur des valeurs nécessaires à la société et à la personne, comme le courage, la dignité, le soin de la personne, sa place, sortir des alignations. Ce qui m'a semblé essentiel, c'est réaliser que le courage ne fonctionne pas tout seul. Je m'explique. Le courage n'est pas une vertu, une valeur isolée. Il a une petite sœur, c'est la peur. Si on réfléchit 2 secondes, quand on a besoin de courage, c'est qu'il y a un frein quelque part. Quelque chose qui arrête, qui empêche, que l'on redoute même peut-être de la peur. Sinon, c'est fluide, simple, facile. Il n'y a pas de peur, pas de courage nécessaire là. Tous les courageux passent par la peur, sinon ce sont des illuminés, des orgueilleux, des vaniteux, de l'hubris, des suffisants dans l'outrance. Le passage est par là, avoir peur est le bon passage. Un dire et un faire, cohérent entre notre dedans et notre dehors. C'est une éthique de l'ordinaire, pas de l'extraordinaire. Défier l'impossible, d'accord, mais faire déjà ce qui est possible. Le sujet ne précède pas le courage. C'est le courage qui crée le sujet. C'est la situation vécue, réalisée, qui dit « Ah oui, là, j'y étais ». Il y a un réel, séance tenante, c'est-à-dire tout de suite. Je ne délègue pas à autrui ce qui est à faire, reste à faire. Cette chose qui est à faire, c'est à moi de la faire. Exemple, venir ici ce soir devant vous m'a demandé du courage. Oui, parce que j'ai senti la peur. Je ne suis pas du tout habituée à faire des exposés, des conférences, d'être en public. C'est pas naturel. Mon terrain de jeu, J-E-U, c'est plutôt dans les coulisses, dans l'arrière-plan, dans la confidentialité, dans l'inédit de la séance. J'accompagne mes patients. Là, c'est naturel pour moi.
Donc je suis ravie de m'être mise à l'exercice, mais pour cela j'ai pris soin de ma peur. J'ai pris mon courage à 40 mains pour embrasser ma peur. Je ne l'ai pas écartée, je ne l'ai pas rejetée, ni en colère contre elle. J'ai accepté et je l'ai reconnue comme une invitée particulière, bienvenue vu le thème. Et vivre cela avec vous le plus naturellement possible. Être devant vous, c'est aussi faire face à tous vos yeux. Ce n'est pas rien. Je vous témoigne que ça représente quelque chose de fort, plutôt impressionnant. Et cette impression, j'ai envie de la rendre vivante, c'est-à-dire de plonger dedans plutôt que d'en être effrayée, de m'en cacher ou de ne pas me l'avouer. Pour revenir à la peur, la reconnaître, vous me direz ce que vous en pensez, il me semble que dans notre inconscient collectif, dans nos manières de penser, nous opposons la peur et le courage, nous les écartons l'une de l'autre, nous les mettons en guerre. Je vous donne une image. Quand on écartèle, quand on oppose, ça fait le grand écart. C'est bien difficile de tenir en grand écart. Vous êtes d'accord ? Peut-être en revenant au corps et à cette image, nous voyons la réelle difficulté souvent infligée d'opposer et tenir en opposant, en nous, entre psyché, pensée et acte. Cette opposition peut s'expliquer comme ça. La valeur a été mise dans la retenue des émotions. Exprimer ses sentiments était considéré comme une faiblesse. Il fallait le maintien de soi, la maîtrise de soi, un idéal. Ça renvoie au stoïcisme, au contrôle de soi, plus de tête, la force de la raison. Aussi, au Moyen-Âge, chez les chevaliers, le courage était une maîtrise de soi et un détachement émotionnel. Des textes historiques avec un courage surestimé au-dessus de tout, placé très haut, mais coupé du sensible, des larmes et des pleurs que connaissent les héros. Une influence depuis l'époque classique qui va créer beaucoup de souffrances jusqu'à nos jours. La peur ne s'annule pas avec la raison. Vous avez certainement expérimenté cela. La tête va essayer de rassurer, de contrôler, de convaincre avec des « tout va bien ». Mais le corps, lui, va exprimer tout autre chose. Un cœur qui bat très vite, une respiration qui s'accélère. La peur est bien là. Donc ça ne va pas. Quand on s'écartèle, quand on s'oblige à l'unique, parfaite attitude, sans respecter notre sensibilité, qui est une marque d'humanité, ça devient compliqué. C'est dans la trop grande exigence, cherchant l'excellence, la perfection, pour toute vertu, valeur, qu'il y a le risque d'en perdre ses bénéfices. Aujourd'hui, le courage malmené est celui d'une vision viriliste, inaccessible, héroïque. De ces dernières années, les garçons ont été éduqués, ont entendu des mots comme être plus courageux que les filles, ne pas pleurer, ne pas s'épancher, se préparer à la guerre, le courage physique dans la force. Sauf que là, c'est sans la vulnérabilité qui pourtant, réellement, est consubstantielle de la patte humaine. Le courage sans assumer notre réelle vulnérabilité nous maintient dans des souffrances, des blocages, des non-actions, des refus d'agir à notre insu que nous subissons. Pourquoi ? En ayant une vision surévaluée, croire que cela, le courage, m'est inaccessible, que je serai fragile parce que je tremble ou parce que je pleure, en me jugeant sévèrement, pas à la hauteur attendue, avec ces pensées, je me coupe de mon élan. Je me crois plus capable, je risque d'abandonner. Refuser de regarder la peur alors qu'elle est là, dans le ressenti, c'est se refuser dans une partie de notre histoire. Notre ressenti n'est pas pris, n'est pas considéré. On se coupe donc de notre... On se cache à soi-même, je m'ampute ainsi d'une force sincère. C'est juste de la performance, c'est la chute probable. Alors que c'est bien vrai,
S'il y a peur, je ne peux pas me mentir, m'illusionner. Et me dire même pas peur. Ça vous parle ? Si je le fais, je vais m'éloigner de ma vérité. Je me crois être fort, mais c'est plutôt du bruit, du discours, que la parole vraie. La parésia, j'y reviendrai après. Rappelons-nous, les héros grecs, ils pleurent et à chaudes larmes. Pleurer était tout à fait pris comme courageux. Les émotions étaient sans retenue. Achille pleure Patrocle avec une intensité déchirante. Et Ulysse pleure sa famille et son foyer. Pleurer n'était pas de la faiblesse. Dans l'univers grec, un héros est grand parce qu'il ressent intensément peine, chagrin, faiblesse. Les larmes, les émotions, les sentiments ne diminuent en rien l'intensité héroïque, n'ont rien de dégradant, rien de ridicule. On pourrait dire que les textes anciens grecs nous rappellent que le vrai courage inclut la capacité de ressentir profondément, sans avoir peur, de laisser transparaître cette part de vulnérabilité en soi. Pleurer, une sorte d'expression de puissance d'exister sans pouvoir, une puissance en impouvoir, c'est reconnaître d'être désarmé, mais pas sans puissance. Habiter une zone de précarité existentielle avec les larmes et notre part de sincérité, courageuse. Cela créera notre intensité vitale, notre part d'humanité. Redonner les lettres de noblesse au courage. Il peut être habité, porté chaque jour avec la peur. C'est un réflexe vital. L'accueillir nous aidera à vivre. Ce n'est pas un courage sans peur, mais d'y aller avec la peur. C'est normal d'avoir peur. Normal d'avoir peur de l'inconnu, des incertitudes. La peur n'est pas antinomique du courage. Mais si elle a le dernier mot, là ça ne va plus. Là ça nous met en danger d'être sujet, de dépréciation de soi, de déprime, de réduction de ses possibles. Ne pas subir une peur qui paralyse, voire plutôt une peur qui mobilise, qui motive, qui stimule, pour rester dans notre vitalité, debout dans notre vérité, notre sincérité, de notre réelle capacité. Serait-ce le bon héroïsme, la qualité du courage ? En regardant ma peur, ma peine, si elle est là, oser pleurer si le corps a besoin, sans m'effondrer, sans m'en échapper, faire face, faire tête à tête, avec une tendre, sereine et sensible virilité. Le secret, pour plus de courage, le secret, c'est d'abord d'avoir peur. Si vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas courageux. Préférez être du côté d'un honneur discret à une gloire éphémère d'emphase, de spectacle et de mirage. Se connaître courageux, courageuse, rehausse l'estime de vous-même, vous restitue dans un rapport plus serein avec vous-même, et par fluidité, par circulation du vivant, quand c'est intérêt pour vous, ça le devient avec les autres. Cela ouvre à une bienveillance partagée, solidaire. C'est être plus nombreux des courageux. Être un héros du quotidien, trouver son courage, une façon d'honorer son existence, sauver ce que l'on peut, sauver notre vie, participe à sauver notre part dans l'histoire. Donc, préférer réunir, rapprocher, marier ce qui nous apparaît être des contraires. Jean Kelevitch dit « s'approcher avec le cœur, avec un cœur nouveau, un cœur entier, pas un petit morceau de cœur, ni une oreillette ou un ventricule, mais le cœur tout entier. » Dans ma clinique, les personnes viennent en séance avec souvent la plainte, la souffrance, à cause de l'autre, l'accusation de l'autre, revendiquée,
en premier étendard, et c'est normal. On a le droit de se plaindre. La plainte est légitime. Sinon, le vécu ne peut pas trouver la suite du chemin. Étape nécessaire de déposer, de dire ce qui a besoin pour sortir du fatras, refouler, empêcher les blessures. Le travail en séance sera de faire alliance avec le vivant, endormi, blessé, défiguré chez la personne. Et ne pas faire alliance avec la plainte, c'est-à-dire ne pas être complice, ne pas entretenir la plainte, mais poser des actes, progressivement, dans l'action, pas à pas, de séance en séance, pour aller de l'insupportable à un supportable. Qu'est-ce que je mets en place pour traverser et pacifier? Une fois cela suffisamment entendu, j'accompagne les personnes dans leur parésia. Leur parésia, c'est Foucault, philosophe. La parésia, c'est le franc-parler, le parler vrai. Permettre suffisamment de sécurité pour que la personne se rencontre dans sa parole. Cela demande du courage et du temps. Il faut du courage pour reconnaître, pour parler, pour sortir de l'omerta. Car même si c'est une parole vitale, parfois elle peut venir de très loin. Avoir été oublié, enseveli, cela demande de tisser, apprivoiser le meurtri. C'est entrer dans le risque d'être soi, enfin. Être soi, tant attendu, tellement réclamé, et réussir à se livrer pour se délivrer. Cela engage, ça convoque, ça responsabilise. Je dis risque car c'est de l'inconnu de soi, donc ça peut être frileux, avec des résistances et faire peur. Les premières fois signent notre capacité à être courageux. Les personnes qui viennent en thérapie sont courageuses. Le courage qu'il faudra pour regarder, entendre ce qui dérange, y faire face, oser, poser le masque qui n'a plus d'utilité, s'ouvrir les bras, décider de ne plus se dérober de soi, de ne plus s'éviter. Nous allons dans le rendez-vous. La traversée est accompagnée de ce qu'on voudrait fuir, là où on voudrait s'arranger. Par tâtonnement et avec calme, nous allons accompagner l'un de l'autre, avec les vulnérabilités, avec les émotions, avec l'histoire racontée. L'espace de la séance permet, comme dans un laboratoire, c'est ce que je dis à mes patients, ici c'est votre laboratoire, un lieu pour tester, expérimenter, un lieu en sécurité, vous ne risquez rien. De pouvoir tout dire, dont le grand bénéfice sera de se sentir plus vivant, du côté de vivre, parfois revivre, dans sa vérité. La parole s'inscrit dans le corps et résonne juste. Cela répond à des valeurs invisibles à l'œil, mais visibles au cœur. De ceux qui étaient endormis, ensommeillés, interdits, malades, jugés, empêchés, bafoués, et qui ne demandent qu'à jaillir. C'est une nouvelle route décidée, pas à pas. Quand ce processus est solide, vécu, intégré, le travail thérapeutique est terminé. La personne sait entendre son besoin, trouve les mots et partage dans les relations. L'autre est différent, c'est apprendre les uns des autres. Chacun a sa place. Le processus vivant est fort, les rencontres en bénéficient. Le monde se renouvelle. Rappelez-vous du petit enfant qui apprend à marcher. Il tombe et se relève, tombe et se relève. Et cela pendant des mois et des mois. Et jamais il ne décide de ne plus réessayer ou d'abandonner. Pas possible. Il est courageux dans son évidence. C'est la vie qui le porte. Il ne se met absolument pas en doute. Il se tient courageusement par son instinct vital.
Puissions-nous ne pas oublier que nous avons, nous ici, aussi réussi cela. Nous avons, nous aussi, cette capacité de tomber et de nous relever. Tomber encore et se relever. Et qu'il n'y a rien de grave. L'éthique des petits pas. Un tâtonnement permanent. Pas d'idéologie, pas d'abstrait, préférer le réel, le concret, le maintenant qui surgit dans nos vies. Le courage, c'est d'y aller et de s'y mettre. Apprendre tout le temps de soi, de sa vie, des autres. C'est être dans une circulation, dans de la vitalité. C'est se dire oui. C'est dire oui à sa vraie vie. Ça demande notre consentement, notre oui à votre vie. Un dernier point, le rapport à la faute, à l'échec. La peur de se tromper est source de beaucoup de freins et de souffrances. Être essentialisé avec une étiquette, c'est-à-dire être réduit à un résultat attendu, une tâche exigée, une seule facette de soi, au long terme, ça rend malade. Échouer, se tromper, ne pas savoir est normal. Ça fait partie de l'aventure humaine. Entendre les questions que ça soulève, comment rebondir, nous gardera en santé. Ne pas craindre la plongée intérieure pour ressortir différent. Ça développe l'humilité et ses forces. Comment écouter les autres qui cherchent, tâtonnent dans leur théâtre intérieur. Les autres cherchent aussi. Mandela a dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Nous sommes des semblables, les uns des autres. Pas d'ennemis, mais des chemins différents. Nous avons tous notre place, à nous de la prendre. Nous avons chacun une part très singulière, exceptionnelle, et s'en occuper est notre plus belle révélation. Le courage d'être soi, un cheminement de toute une vie qui commence par bien vouloir ne plus s'éviter. Apprendre à se rencontrer comme on est. Offrira les changements si espérés, venant naturellement, dans la suite logique de l'accordage, travailler avec les fruits de la récolte. C'est un faire cœur à cœur avec soi. En vérité, ce sera une œuvre, notre plus belle œuvre, en joie et en tranquillité. En conclusion, je vais faire une boucle. Le cœur est l'organe qui émet le champ magnétique le plus important. Il est 5000 fois plus puissant que les autres organes du corps. Cœur marche avec courage, courage marche avec cœur, des inséparables. Le cœur peut se dilater ou s'assécher. Préférez garder un cœur souple, élastique, pour qu'il ne s'assèche pas, ne se sclérose pas, ne s'arrête pas, ne se fige pas dans les relations. Ne pas craindre l'humidité, les larmes, c'est notre équilibre corporel et total qui en profitera. Donner du cœur à nos peurs, ne plus être frileux face à la peur, mais plutôt se laisser attendrir, lui laisser voix au chapitre, afin d'écouter ce qu'elle peut nous apprendre et après agir. Entre le courage et la peur, il y a un rendez-vous secret. Le courage peut connaître aussi les larmes. Rappelons-nous des larmes d'Achille et les qualités de ces poèmes guerriers où sangloter, gesticuler d'effroi, refuser la guerre, être dans la compassion avec force, exprimer ses sentiments, vivre sa vulnérabilité, chez l'homme était compatible avec virilité. Nous pouvons réunir la résilience au courage. Être résilient, c'est être courageux. C'est ne plus se suffire à un certain destin, à des déterminismes, c'est-à-dire on n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas un oui-oui naïf. Il connaît la nuit dans le jour.
Il a sa petite sœur, sa compagne, son être différent, et ça devient porté dans la maturité, dans une puissance d'agir. Le courage a rendez-vous avec la vérité, non pas au sens de dogme, ni d'idéologie, concept absolu et abstrait, mais au sens où tout d'un coup on fait tomber la mascarade, le masque, la fin du semblant. On ne craint plus de se montrer boiteux, misérable, vulnérable, incomplet, car nous connaissons notre dignité souveraine du côté des forces de vie. Et on assume son visage, on ne montre pas un dos. Je vais vous faire une lecture tirée de La fin du courage de Cynthia Fleury. Alors, tel Hugo, il faut reprendre la marche et l'hiver. Ne pas leur céder le pas. Ne pas laisser le dehors atteindre l'âme. Ne pas laisser la gangrène du froid sceller les espérances. Mais comment ? Ferme ta vitre à la nuée. Et puis, laisse ton cœur ouvert. Le cœur, c'est la sainte fenêtre. Si ce n'est le courage, toujours le cœur en somme. Aime et ne désespère pas. À ces démons d'inimitié, oppose ta douceur sereine. Et reverse-leur en pitié tout ce qui t'ont vomi de haine. La haine, c'est l'hiver du cœur. Plains-les, mais garde ton courage, garde ton sourire vainqueur. Voilà, donc c'est réunir les contraires, apprendre à les écouter, non dans la voix qui sépare, froide et qui condamne, mais plutôt dans la nuance, dans le symbole, dans la troisième voie, celle à créer sans cesse, vivante, avec notre dedans et ce qui se passe dehors. Être de ceux dont les désirs sont sur terre, réaliser, se réaliser, permettre que le hiatus, l'écart diminue au fil de sa vie, pour offrir une profonde joie enveloppée de sérénité dans une humanité héroïque. Articuler l'un au collectif, le souci de soi avec le souci des autres. Voulons-nous vivre, une citation encore de Victor Hugo, voulons-nous vivre, mêlons nos cœurs et soyons l'immense genre humain. À vous de jouer maintenant, courageusement votre. Merci Madame Le Talon. Peur, vous avez allié peur et courage. J'ai retenu que vous nous avez rappelé, mais oui, il y a un courage qui n'est pas courage, il y a un courage qui conduit à la témérité, et puis il y a une peur qui n'est pas courage non plus, dans la mesure où elle peut conduire à la lâcheté. Et le courage, être courageux, ça serait, pour ainsi dire, un mélange de l'une et de l'autre, de la peur et de la témérité, voilà, qui nous conduit, qui nous place, oui, au cœur de l'approche grecque que vous avez évoquée, hein, vous avez parcouru Homère, etc. Et pour les Grecs, en vérité, c'est aussi après les Égyptiens, la vertu, quelle qu'elle soit, se situe dans un certain juste milieu, paradoxalement, qui n'est pas mathématique. Le juste milieu, il n'est pas le même pour tout le monde. C'est chacun en fonction de ce qu'on peut
et de ce dont on ne peut pas. Voilà. Donc le courage, lui aussi comme vertu, est dans ce dosage de la peur et de la témérité. Voilà. Merci de m'avoir rappelé ça. En tout cas, j'ai retenu en particulier ça. Et puis j'ai retenu aussi je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait que le courage en français avait à voir avec, bien sûr avec cœur, oui, mais du point de vue étymologique, comme vous nous l'avez rappelé, pour moi, vous dites courage, je regarde d'emblée du côté grec, c'est l'Andrea, vous voyez, amer, andros, homme, donc c'est une vertu qui invite à la bravoure, vous voyez, même si c'est vrai aussi, vous l'avez rappelé, pour le coup, je vous donne la parole. Hein. En plus, il y a des psychanalystes, psychiatres, etc. dans la salle. L'approche tournait surtout autour de ça aussi. Mais rappelez quand même les Achille, Homère, vous voyez, Achille, Hector, ces messieurs-là, le courage homérique est dans un déferlement, dans un déchaînement de force. C'est la force aveugle. Il s'agit de... pendant que vous parliez, je me souviens, je crois que ça a été dit au début de l'année, à la conférence inaugurale de Mme Coron, ou peut-être l'année dernière, même pas mal. Le petit Hugo qui dit, vous le tapez, hein, mais dur et fort, même pas mal. De ce côté-là, les héros homériques étaient dans cette résistance, dans cette hypomonée, cette attitude de blindage, je dirais. Et assez paradoxalement, non, pas du tout, c'est pas étonnant, puisque il n'y a pas de philo en Occident sans passer par Socrate. Hein. C'est Socrate, dans le Laches, c'est un petit livre, un petit dialogue que je vous recommande, où justement il est en train de réfléchir, en tout cas deux généraux, dont Laches justement est en train de réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire courage. Ces messieurs-là se situent d'emblée un petit peu dans la logique homérique, de la bravoure, surmonter la peur, etc., etc. Socrate, à partir de ces petites questions, comme il sait les faire, les invite à y instiller de la peur, mettre de la peur dans le courage, sans une certaine dose de peur à l'intérieur de cette vertu-là. Nous n'avons pas affaire à une vertu. Nous avons affaire à autre chose. À l'hybris. Et l'hybris, c'est un vice détesté et détestable. Voilà, le micro vous est ouvert. Merci Véronique pour des commentaires, des questions, des ajouts, des partages. Sur le courage, voilà, il y a une main levée. Merci, vous m'entendez? Merci de votre intervention. Bon, pour être plus contemporain, il y a un film merveilleux qui s'appelle Courage fuyant. Et c'est aussi amusant de s'apercevoir comme mammifère que le premier réflexe du courage, c'est peut-être déjà de fuir une situation. Donc c'est là où il y a des réflexions à avoir.
La première chose, c'est de se sauvegarder, que ce soit d'une situation de conflit ou d'autre. Et je crois que c'est Henri Laborie qui a fait ce travail remarquable de nous révéler ce qu'étaient nos 3 attitudes fondamentales, à savoir d'abord la fuite, ensuite éventuellement le courage au sens de l'agressivité, sinon on peut en tomber malade. Justement, dans la mythologie, Achille et Ulysse ne veulent pas aller à la guerre, ils veulent fuir. Et bon, après dans la mythologie, c'est un récit autour de la guerre de Troie, mais pour ramener cela à nous, à notre actualité, fuir, déjà, si c'est ça qui se présente, le courage sera de le regarder tranquillement et de l'accepter, et pas de se forcer, pas d'essayer de pas accepter ça. Déjà, ça sera le premier courage. Le courage, c'est pas forcément de faire ce qu'il faut faire, de faire ce que la société attend, de faire ce que les parents attendent. C'est déjà de faire ce que dedans, qu'est-ce que ça nous dit de honnête. C'est ça le premier courage. C'est pour ça que c'est pas de la témérité, parce que la témérité, ça risque d'être plutôt quelque chose avec arrogance, moi je suis capable, je vais faire ci, ça. Mais ça, c'est du bruit, c'est pas le vrai courage. Ça, c'est l'éclat. Et c'est vrai que dans la mythologie, Homère montre tous ses visages. Il montre Achille qui est vigoureux, qui veut y aller, parce qu'au début il veut pas y aller, mais après il veut y aller. Et puis en même temps, très sensible, comme il pleure par rapport à son meilleur ami Patrocle quand il est mort, comme il est touché quand Priam vient le voir, et qu'il arrive à se sentir lui-même fils, que ça pourrait être son père là qui vient, et il pleure avec un ennemi. Donc il a aussi cette immense sensibilité. Et c'est accueilli, c'est vraiment accueilli. C'est ça qui est aussi troublant, je trouve, dans la mythologie grecque, c'est que les émotions, la vulnérabilité, c'est pas un défaut. On n'est pas faible. C'est vraiment, moi ce que j'en entends, c'est vivons intensément ce qui se présente à nous. Voilà. Et ça demande du courage. Voilà. D'autres questions ? Est-ce que le courage, ça s'apprend ? Oui. D'après vous ? Moi, je et à pense ce que oui. moment-là, comment, parce que vous venez de dire le mot forcé, ça me semble difficile de l'apprendre s'il n'y a pas un certain forçage. Peut-être pas forçage, mais en tout cas de guider, de montrer aussi, en tant que, si on est parent pour ces enfants, d'être déjà un exemple et de l'habiter déjà nous-mêmes dans nos vies. Et puis quand on est parent, on oriente, on guide, on donne des indications. Voilà, il y a quelque chose qui se transmet, mais qui ne s'impose pas, qui ne se force pas. Et puis pareil, après, dans les sociétés, dans les écoles, ce sont des individus. Donc à partir du moment où les gens se sentent concernés par cela et sont à l'écoute de ça et sensibles à ça, eh bien, il y a une autre voie, il y a d'autres choix, il y a des actes. Donc ça s'apprend, oui, je pense. Je ne sais pas s'il y a des enfants si tous les enfants peuvent apprendre le courage de la même manière, c'est même sûr que non, mais s'il n'y en a pas qui ont besoin d'être plus poussés que d'autres. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez forcer, mais c'est comme la non-violence, on peut en parler. C'est-à-dire, il y a peut-être une incitation, alors on peut jouer sur les mots, mais il y a peut-être non, je ne t'accompagnerai pas au collège parce qu'il pleut, tu vas y aller comme ça. Oui, et donc ça va bien se passer. C'est faire confiance. On fait confiance. Oui, faire confiance, oui. On fait confiance, mais à partir du moment où cela est mis en mots et dit, l'enfant va sentir que son parent lui fait confiance et qu'il peut aller tout seul, et c'est pas la peine de le forcer. Alors moi j'avais envie de rebondir sur ce qu'a dit Joël, sur les vertus viriles, guerrières, etc., etc.
Et on posait une simple question, est-ce que Pénélope était courageuse? Je ne sais pas, mais elle était sacrément résiliente. Oui. Ça, j'en suis sûre. Ouais. Et moi, je dirais que, bien sûr qu'elle a été courageuse, parce qu'elle a eu beaucoup d'intelligence pour trouver cette ruse de tisser, retisser, tisser, retisser, pour permettre à tous ses prétendants de rester un peu au loin, même s'ils étaient quand même très, très envahissants. Oui, ça a été très courageux. Puis l'attente, quand même, pendant 20 ans pour elle. Attendre 20 ans son époux, c'est courageux. Et même pour le fils, Télémaque. Voilà, c'est... Tout à fait. La conférence, c'est plutôt ironique, mais en même temps, non, c'est l'image qu'on a quand il s'agit de parler d'une vertu comme celle-là. Alors que, justement, là où c'est intéressant, c'est que c'est pas de ce côté-là qu'il faut voir la chose. La vertu, c'est un peu comme ça, c'est la psychiatre, le psychiatre, la psychanalyste qui pourrait nous le dire. La santé mentale est dans la souplesse. Dès lors vous sentez que vous butez sur quelque chose de rigide, même une colonne vertébrale, si elle est en santé, il doit y avoir un peu de flexibilité. Et c'est vrai aussi pour cette vertu-là. Socrate dénonce sans grand discours ce déchaînement de force brute. Il invite à y instiller de la prudence, de la sagesse, de la raison, de l'intelligence, de la stratégie, et tout ça, c'est pas en fonçant tête baissée, en montrant ses muscles. Il faut savoir ajouter de l'intelligence aux muscles, à la force brute. Voilà. Je pense que le courage demande beaucoup de tendresse, en fait. C'est plutôt l'inverse que de se brutaliser, que de se forcer. Je pense que, parce que c'est difficile, justement, parce que c'est difficile, quand on a besoin de courage, c'est qu'on a peur, donc c'est difficile. Et là, s'il n'y a pas plus de tendresse, justement, envers soi, plus de patience, de se réconforter, de s'encourager, ça risque d'être compliqué. C'était juste pour compléter ce que tu dis, et par rapport à cette histoire avec l'enfant, tu vas y aller. Je pense que plus en tant que parent, vous développez déjà votre confiance en vous et en votre enfant, et plus, et ben, lui va pouvoir développer aussi son courage. Je sais pas, je fais un parallèle sur la confiance, qui je pense permet aussi, et encourage en tout cas au courage. À la question de tout à l'heure, est-ce que le courage peut s'apprendre? Peut-on apprendre à être courageux? Vous avez répondu oui, il faut. Moi je répondrais peut-être, mais en fonction de mon expérience personnelle de la vie, c'est plutôt la peur qu'on peut apprendre à dominer. Et en apprenant à raisonner, à dominer sa peur, du coup, on apprend à être courageux. Ça me paraît plus facile de faire comme ça. Et il me semble, quand on est parent, parler des parents, nous aussi on a des enfants, c'est plutôt sur la peur qu'on travaille, sur la peur des enfants. Et je pensais au pape Jean-Paul II qui répétait, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il disait pas, soyez courageux, il disait, n'ayez pas peur. Mais ça revient exactement à la même chose. Ça me fait penser, quand vous dites ça, que les émotions peuvent faire peur. Et notamment, la peur peut faire peur. Donc, on peut croire qu'il faut dominer la peur. Mais on est un peu sur le fil de la crête, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois
à savoir entendre l'endroit où ça a peur, et en même temps, ça sera mieux si on a su développer un endroit à côté où il y a de la confiance, comme tu disais, Joanna. Il y a un endroit de sécurité, et du coup, ça va s'accompagner ensemble. Et la peur n'aurait pas à être dominée ou maîtrisée, parce que, comme toutes les émotions, c'est pour nous guider. Mais les émotions posent problème quand on fusionne avec, quand on ne devient que ça, quand on en perd les autres parties de nous-mêmes, en fait. Voilà, donc c'est toujours une question d'équilibre entre différents niveaux de l'être, de soi, et voilà. Merci pour votre présentation. Moi, la question qui me venait à l'esprit, c'est est-ce que on est bien informé et on est bien accompagné dans cette société? Par exemple, quand je regarde les matchs de rugby, les matchs de foot, avec tous les gens qui sont dans les stades, mais aussi toute l'énergie qui est mise par les footballeurs et tout ce qui est de combattants qui est valorisé. Bon, là je me questionne un peu par rapport à ces modèles, je me questionne aussi un peu par rapport au modèle de Lucky Luke qui gagne toujours à chaque fois, d'Obélix, pareil, Rahan, Docteur Justice, toutes ces BD que moi j'ai eu entre les mains depuis petit. Et ce que je trouve dans mon cheminement personnel, c'est que tous ces héros que j'ai ingurgités, je les ai reproduits. Parce que cette partie dont vous parlez, qui est cette partie de confiance, ça n'a pas trop été verbalisé dans ma famille. Je pense que dans les générations, si on remonte en arrière, ça n'a peut-être pas été suffisamment travaillé dans plein de familles. Et donc la question, c'est la formation, l'accompagnement, les parents. Tout au début, vous avez parlé de la vitesse. On est dans un système de vitesse. Alors cette vitesse-là, ça fait quoi? Ça fait tout ça à l'intérieur. Ça fait tout ce truc-là que je vous montre. C'est-à-dire que si on ne sait pas gérer tout ce truc que je vous montre et qu'on n'a pas les techniques, qu'on n'est pas accompagné, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clivage dessus, on va bloquer par rapport au corps. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Pas tout le monde le fait. Mais ça amène après des maladies. C'est la solution qu'on a pour évacuer ça. Et alors après, on est un héros comment? Et puis on est un courageux comment? Oui, c'est vrai que ce n'est peut-être pas du côté de ce que fabrique la société que nous allons trouver la bonne alliance à être du côté de la vie. Ce que fabrique la société, ça va plutôt être pour répondre à une productivité, à une économie, et à du progrès, à du chiffre, etc. C'est vrai qu'enfant, eh bien, on est dans les familles où nous sommes, avec des parents que nous avons, et qu'il y a des modèles qui ne sont pas toujours très porteurs de vie et de santé. C'est vrai. Mais je crois que ce qui fait la grande beauté du courage, et qu'il y a beaucoup de force là-dedans, c'est que même si ça vient tard, quand ça vient, et là il y a quelque chose qui nous est donné. Et à partir de ce moment-là, même si ça fait des décennies qu'on n'a pas vu quelque chose, à partir du moment où ça y est, ça vient, ça va donner toute la grandeur à ce qu'on n'a pas vu, qu'enfin on le voit. Donc c'est pas grave si ça vient tard, mais si ça vient, c'est déjà tellement précieux. Et là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je vais privilégier? Qu'est-ce que je vais honorer? À quel endroit je vais vraiment m'engager du côté des forces vitales et du vivant? Voilà. Je suis aussi questionné par le burn-out, le nombre de burn-out dans la société. Mais bien sûr, c'est voilà, des individus qui, à un moment donné, vont répondre à être des exécutants et se destituent d'eux-mêmes. Ça y est, ils s'abandonnent. Et ça, c'est pas la vie. C'est le système de beaucoup de sociétés, d'économie, de richesse, de pouvoir, mais la vie n'est pas de ce côté-là. Ouais.
quand je suis venue écouter, quand j'étais sur le chemin pour écouter votre conférence en pensant au courage, moi je pensais plutôt à des personnes que j'admire profondément. Nous ne sommes pas loin de la rue Jean Moulin, et je pense à des héros comme cet homme-là qui, sans doute, a eu très peur. Vous parliez du courage, en fait, aussi le courage de vivre, hein, le courage de trouver la force de vivre, s'accepter tel qu'on est, accepter que l'autre soit différent, avec le chemin que vous faites parcourir à vos patients sur ce chemin de vie. Et moi, je me questionne sur, justement, est-ce que on pourrait parler aussi du courage de ceux qui vont jusqu'à la mort pour ne pas trahir les siens. Il est mort sous la torture jusqu'à mourir. Ou je pense aux femmes iraniennes qui vont dans la rue et qui enlèvent le voile sous peine d'être pendues. Donc elles savent qu'elles vont peut-être vers la mort. Voilà, donc moi, quand je pense à des gens courageux, je pense au courage. Oui, il faut avoir le courage de vivre dans nos vies, dans nos sociétés qui sont quand même bien comment dire, généreuses pour nous ici, dans ce monde, malgré sa noirceur. Mais est-ce qu'on pourrait parler justement du courage des martyrs qui sont allés au martyr jusqu'à la mort? Est-ce qu'on vous parlait de courage pour ces gens-là? On parlait de ce curseur entre la peur et la témérité. Voilà, j'aimerais vous entendre sur ces formes-là de courage. Ce que l'on peut voir du côté de ces femmes iraniennes, arméniennes qui s'engagent, évidemment qu'il y a un énorme courage. Mais moi, je vois du courage partout, en fait. Je vois le courage dans des vies très ordinaires, et le courage existe aussi chez des personnes, des martyrs, comme vous avez dit. Oui, après c'est une histoire d'individu, de à quel endroit on est, dans quel environnement, et qu'est-ce qui nous est insupportable, comment on ne peut pas rester à dormir dans la situation où on est. Oui, c'est d'autres formes de courage, évidemment. C'est pas le mien, parce que moi, je me considère très privilégiée. On est dans un pays, dans une ville où on est privilégié, je trouve. Il n'y a pas la guerre. Et moi, déjà, je remercie beaucoup ça, parce que je sais qu'ailleurs, c'est pas du tout les mêmes vies. Voilà, c'est d'être, il me semble, conscient de ce que nous avons. Ça aussi, c'est de sourire à ça, de remercier à ça, de le voir, et pas de le banaliser, et pas de s'en contenter, de dire c'est normal, et puis râler sur des tas d'autres choses. C'est plutôt une posture d'être conscient dans quel monde on vit. En effet, en fait, à un moment donné, j'ai dit dans mon texte, la nuit est dans le jour. Nous savons que la nuit est aussi dans le jour. Voilà, et des fois c'est très proche, des fois c'est plus loin, mais dans les rues de Montpellier, hein, toutes les personnes qui sont dans la rue, et puis voilà, on est entouré de souffrance, évidemment, et en même temps de personnes qui y vont, quoi, et oui, moi j'admire vraiment, ouais. Désolée, ça devient une habitude. Je rebondis sur les questions latérales et sur celle du burn-out. Actuellement, on a une épidémie de burn-out. Je ne sais pas si vous le voyez passer, mais comme c'est un de mes thèmes d'intervention, actuellement, 25% des étudiants en médecine, qui sont des gens qui ont été sélectionnés, hyper sélectionnés, hyper coachés, hyper machin, hyper tout ça, sont en burn-out. Alors que c'est une population censément privilégiée. Puisque, a priori, pour se lancer dans les études de médecine, il faut un certain niveau intellectuel, il faut avoir passé les premiers barrages, il faut machin. Seulement, c'est une population qui a été
enfin je crois, pour ce que j'en vois de ma planète, qui a été justement extrêmement valorisée, extrêmement poussée, la confiance en eux, puisqu'ils avaient réussi ce foutu concours. Et au premier obstacle, ils s'effondrent. Au premier truc qui vient leur dire « Ben non, c'est pas si simple la vie. Même si tu es excellent, tu vas avoir des gens qui vont mourir devant toi. » Et bien, ils s'effondrent et pour certains, ils s'en relèvent pas. Tout préparé qu'ils soient. La préparation, oui, ils sont peut-être préparés, vous dites, ils sont coachés, leurs études, etc. Mais on voit bien que ça ne suffit pas. Ouais. Oui, mais quand c'est allez, vas-y, bravo, enfin, on sait aussi, on entend quand même que dans ces études, il y a beaucoup de compétition, beaucoup de rivalité et pas beaucoup de solidarité. Donc, de sentir qu'on fait des études à côté de quelqu'un qui est un peu ennemi, qui va essayer de nous dézinguer, etc. Il y a beaucoup d'insécurité en fait, et réussir dans ces conditions, c'est compliqué. Alors, moi j'aimerais bien aborder un thème, vous l'avez mentionné juste une fois, on a mis en opposition le courage avec la témérité. On pense souvent à opposer le courage avec la lâcheté. Vous l'avez mentionné une fois. Comment est-ce que vous décririez les ressorts de ce qu'on appelle communément la lâcheté et le chemin qui peut permettre de revenir vers une forme de courage? J'ai exprimé que le courage, c'est un rendez-vous secret avec soi et avec sa peur. Et peut-être que les personnes qui vont se sentir dans une lâcheté, peut-être que c'est des personnes qui refusent ce rendez-vous-là, qui ne savent pas qu'il y a peut-être un rendez-vous comme ça en soi où on peut y aller, on risque rien. Et on va faire une traversée. Et peut-être on n'a pas besoin d'être lâche parce qu'on peut juste se montrer comme on est. Hein, misérable, boiteux, incomplet. Voilà. Ça veut dire que ça nous demande quand même une construction personnelle, de revisiter quels sont mes appuis en moi, comment je tiens dans ma vie, comment je tiens dans ce monde, qu'est-ce qui fait que je tiens. Et voilà, de prendre soin de ça. Et ensuite, c'est une histoire d'accordage. Voilà. Mais on n'est pas obligé d'être toujours lâche. Ça aussi, on peut faire l'expérience, tiens là, c'était pas trop top. Oui, peut-être j'étais un peu lâche. Eh bien, c'est se dire oui aussi à ça. Et ça, c'est du courage. Dire, ok, oui, là, j'aurais pu faire mieux, c'était pas top. Mais je le reconnais. Et puis, je prends soin de ça et je ne me lâche pas. Je me garde et je sais que j'aurai d'autres expériences. Voilà, c'est du tissage. Il était question d'héroïsme et de martyr tout à l'heure. Et donc, le courage implique parfois un choix entre la vie et la mort. Et donc, des situations de non-retour presque. Et d'impossibilité de pouvoir rejouer, choisir à nouveau. C'est là justement où il faut, la lâcheté prend tout son poids et toute sa gravité. Même si les actes ordinaires de la vie ou les actes de la vie ordinaire peuvent aussi nous mettre face à cette situation, mais peut-être pas aussi radicale. Voilà, je ne sais pas comment le
parfois on met autre nom, mais c'est un écho à la question de, voilà, au moins des questions. Vous vouliez ajouter quelque chose? Juste sur le burn-out, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, du moins qu'on a identifié et on en parle de plus en plus. On parle aussi du bore-out, l'ennui au travail. Et il faut du courage pour aussi sortir de ça et se dire, on peut avoir du renouveau professionnel et c'est pas si évident que ça. Parce que on est dans une société où malgré tout, faut le CDI, on est vite pris dans cet engrenage et que ce soit sur du burn-out, un peu avant le burn-out en tout cas, ou sur du bore-out, il faut ce courage en tout cas de se dire qu'autre chose est possible et que même si on n'a pas fait les études pour, etc., d'autres milieux professionnels sont envisageables en tout cas. Et ça peut être le cas sur de la médecine ou du droit ou autre chose. Aujourd'hui, en tout cas, les jeunes, ce qu'on observe, c'est on ne fait plus carrière 30 ans, 40 ans dans les mêmes boîtes, etc., ou même dans les mêmes domaines professionnels. Et c'est pas évident, mais en tout cas, on essaie on est sur des passerelles et on peut avoir plusieurs vies aussi. Je ne vais pas avoir le courage d'y aller. Véronique, écoute, je te remercie. Je me suis réellement écoutée parce que tu as remis à l'honneur ce courage. Et vraiment, c'est un truc qui me tenait beaucoup à cœur parce que je trouve que on peut avoir du courage dans notre vie de tous les jours. Et moi, je le vis dans mon boulot. Je suis dans le milieu médical, je vois des équipes démoralisées, des gens découragés, je vois des gens lâches, j'en ai vu. Je vois des gens qui se couchent devant des choses qui ne leur plaisent pas, mais qui font avec, etc. Et donc, en t'écoutant, je te rejoins totalement, c'est-à-dire que je trouve que dans mon courage, il y a une pulsion de vie. Il y a ce qui nous pousse à réellement vivre. Et si on sent un peu ça en moi, bon, moi je ne l'ai pas toujours, mais parfois je sens que j'en ai, mon bonheur est de me rendre compte qu'on peut, si on en a envie, le transmettre à celui qui n'en a plus. Et ça, c'est une chose vécue. Et puis je crois que c'est ta fille, c'est ça, c'est ta fille. Hein. Oui, je vois tout ça, tout ce que tu décris sur les jeunes, tout ça sur le burn-out, tout ça, c'est tout à fait vrai. Mais je crois sincèrement que tout est possible, mais avec du courage. Mais le courage, c'est quand même génial. Oui, mais c'est vrai que ça ne vient pas comme ça, tout seul. Ça se travaille, ça se nourrit, ça s'entretient. C'est pas acquis. C'est pas acquis. Ouais. Eh bien, merci Véronique. Merci à vous tous et toutes.